Merci beaucoup. On fera les questions après. Donc maintenant, on a invité également Stéphane Beyer. Stéphane, tu nous expliqueras mieux que moi, je pense, un petit peu d'où tu viens. Mais en tout cas, il y a une dizaine d'années, tu as été fondateur de Copanam. Et où maintenant tu es coopérateur encore. Associé, coopérateur. De base. Oui, voilà. Et également, Copanam, c'est une société coopérative qui nous expliquera un peu mieux, mais il fait partie d'autres sociétés coopératives qui se sont regroupées dans un collectif qui s'appelle Bigre, donc qui sont des coopératives avec la même philosophie de donner une protection sociale des auto-entrepreneurs, enfin, un statut un petit peu différent et plus solidaire à des auto-entrepreneurs. Donc ça nous intéressait effectivement des choses qui existent déjà depuis une dizaine d'années, des initiatives, on va dire, privées, collaboratives, pour avoir une organisation du travail un petit peu différente. Donc, si tu peux nous présenter un petit peu on y va. Cette présentation. J'ai 20 minutes aussi. Faudra me faire des grands signes. Si je suis trop bavard. Je te ferai des grands signes 5 minutes avant. Mon écran. Oui, pour me présenter en vitesse, donc en effet, on a parlé de Copanam, de Bigre. Moi, je suis l'un des fondateurs en fait de cette coopérative qui s'appelle Copanam et dont je vais vous parler 5 minutes. Et j'en ai été l'un des dirigeants, directeur général pendant des années, avant de passer la main l'année dernière. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité ce soir. C'est intéressant qu'on ait commencé par une vision un peu macro. Vous m'entendez pas? Vous voulez que je montre? Très bien. Non, vous me dites. Hein. Il y a un micro, hein? Ouais, non, mais non, je sais pas. Je n'ai pas besoin de micro, c'est simplement pour moduler. Un peu plus fort, oui, pourquoi pas, oui, bien sûr. C'est très intéressant qu'on puisse faire les choses dans cet ordre-là et que vous ayez déjà eu quelque chose qui est une vision un petit peu macroéconomique d'un programme possible. Moi, j'ai pas grand-chose à redire sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que les constats et les utopies, on les partage et elles vont dans le même sens. Après, c'est vrai que l'expérience de Copanam peut être une illustration un peu pratique de ce qu'il est possible de faire en prenant les choses sous un angle différent qui n'est pas celui, je dirais macro, de la division de la répartition des revenus et de la manière avec laquelle on organise une fiscalité et les revenus, mais plutôt comment est-ce qu'on travaille sur la protection sociale et comment est-ce que petit à petit on essaye d'augmenter les revenus qui sont collectifs. Donc on va dans la même direction, mais en partant d'un point qui est différent. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que Copanam? Copanam, oui, ça a une douzaine d'années maintenant. C'est une coopérative ouvrière un peu particulière. Vous voyez ce que c'est qu'une coopérative ouvrière? En général, on sait ce que c'est, quoi. À peu près, on a des exemples en tête. Nous, on a récupéré ce bon vieux statut de la coopération ouvrière il y a une dizaine d'années pour en faire autre chose, pour faire une coopérative ouvrière qui serait multi-activité et qui serait ouverte à n'importe qui. Je vais vous détailler comment ça marche, rapidement. Mais pour bien comprendre d'où ça vient, il faut comprendre l'analyse que l'on faisait du contexte à l'époque et qui a, à mon avis, pas vieilli d'un poil depuis. Quand on a créé Copanam, on l'a fait en se disant, bon sang, les gens qui sont dans ces entre-deux du travail, qui sont ni salariés ni indépendants, ou et salariés et indépendants, qui sont dans des situations de travail atypiques, qui sont dans ce que certains sociologues appellent des zones grises de l'emploi, parce qu'ils sont auto-entrepreneurs en portage salarial, enfin pas auto-entrepreneurs à l'époque, on disait micro-entrepreneurs, d'ailleurs on le redit aujourd'hui, enfin bon, c'est un détail, qui sont polyactifs, qui sont multi-actifs, etc. Ces gens-là représentent une réalité du travail, et une réalité sociale, qui est totalement invisible et qui est une réalité qui n'est pas saisie politiquement. Alors, qu'est-ce que j'appelle ces zones grises de l'emploi? C'est, je vais le dire très rapidement, je crois qu'on fait tous le constat aujourd'hui que le monde du travail est en train d'être complètement bouleversé et que la manière avec laquelle on appréhende le travail est totalement bouleversée. Alors évidemment, on a tous Uber en tête, et au moins Uber
Et l'offensive de l'économie collaborative nous a fait prendre conscience et a mis vraiment sur le devant du débat l'idée qu'en effet, il y avait des formes de rapport au travail qui étaient quand même assez particulières et qui nous faisaient quitter le monde de l'indépendance ou du salariat classique. Mais en réalité, Uber n'est que la conséquence de quelque chose qui est beaucoup plus vieux que ça. Uber n'est possible que parce que l'auto-entrepreneuriat a été inventé. L'auto-entrepreneuriat n'a été inventé que parce qu'il était issu d'un certain nombre de politiques publiques depuis 20 ans, qui étaient des politiques publiques de promotion de la création d'entreprises. On disait aux gens, on disait aux chômeurs, allez-y, créez votre boîte, on va vous inventer des statuts qui vont vous permettre de faire ça facilement, avec très peu de cotisations sociales. Personne ne leur disait qu'il n'y avait pas de protection sociale en face. Enfin bon, voilà. Et puis on va démocratiser tout ça, et puis n'importe quel chômeur va avoir le droit de créer son entreprise, et ça va être formidable, il va devenir patron de lui-même, etc. etc. Bon. Tout ça est une histoire longue, c'est une histoire qui a 20 ans déjà, même un petit peu plus en fait, elle est déjà ancienne. Et nous finalement on a fait ce constat de se dire, ces gens qui sont ces créateurs d'entreprises, ces auto-entrepreneurs, ces gens portés, encore une fois sont dans un entre-deux qui n'est pas saisi politiquement. C'est-à-dire que quand on écoute le MEDEF dit « mais c'est formidable tout ça, c'est génial, développons l'auto-entrepreneuriat, c'est enfin la souplesse dans le code du travail qu'on n'aura jamais par la réforme du code du travail. Si seulement tout le monde pouvait être auto-entrepreneur, si seulement tout le monde pouvait se vendre librement à 2 € de l'heure, sans aucune protection sociale, ça serait fabuleux. » Bon. Mais face à ça, il y a presque une position, j'allais presque dire, aussi caricaturale, qu'on trouve dans certains syndicats salariés. SUC, par exemple, dit ça, mais voilà, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais qui consiste à dire ces gens qui sont rien, pas salariés, pas indépendants, qui sont là, il faudrait les remettre dans le salariat. Parce que dans le salariat, il y a la protection sociale et il y a le droit du travail. Ce qui est vrai et ce qui est parfaitement légitime. Je ne remets pas ça en cause. Sauf que quand on interroge les gens qui sont dans ces situations d'entre-deux, ils ne veulent pas y retourner dans le salariat. C'est-à-dire que souvent, ils ont été contraints d'arriver là où ils sont arrivés, mais pour rien au monde, ils veulent retrouver un lien de subordination, un patron, un machin. Il y a aussi 20 ans de méthodes de management à la con qui sont passées par-dessus, et les gens ne veulent plus travailler comme ils travaillaient avant avec ce fameux lien de subordination. Donc on en fait quoi? On en fait quoi de ces gens-là qui ne sont ni indépendants ni salariés, qui veulent l'être ni l'un ni l'autre? Nous, notre idée a été extrêmement simple. Ça a été en effet de récupérer cette bonne vieille forme de la coopérative ouvrière en disant ces gens qui sont ni indépendants ni salariés, on va en faire des coopérateurs. Autrement dit, on va créer ensemble des formes coopératives dans lesquelles on va mutuellement se créer et se protéger nos emplois les uns les autres. Donc c'est le projet de Copanam, c'est une coopérative ouvrière, pour en dire 2 mots. Coopérative ouvrière, il y a à peu près 800 personnes à l'intérieur, et c'est une vraie auberge espagnole dans laquelle il y a tout aussi bien des jardiniers que des informaticiennes, des coiffeurs, des consultants, des traductrices, des bergers, des psychanalystes, il y a de tout. Voilà, c'est une auberge espagnole. Et à l'intérieur de cette entreprise de 800 personnes, ces 800 personnes se co-salarient collectivement dans leur boîte. Ils sont juridiquement rattachés au régime général de la sécurité sociale en tant que salariés. Ils ont un CDI qui les relie à la coopérative. Mais d'un point de vue économique, d'un point de vue professionnel, ils sont parfaitement autonomes. Autonome ne veut pas dire indépendant. Ils ne font pas n'importe quoi. Et on essaye, au travers de cette entreprise commune que l'on crée, que l'on développe ensemble, de se donner collectivement des protections sociales, des droits, des sécurités. On essaie de prendre soin les uns des autres, de s'inventer ensemble des outils de protection sociale, des outils financiers, des outils économiques, etc., qui sont censés, parce que c'est dur, parce que c'est compliqué, je dis bien sont censés, on est très loin d'y arriver. C'est pas le paradis, Copanam, loin de là, mais ce qu'on essaye de faire, c'est en effet de mettre en place ces choses-là pour pouvoir se doter collectivement de toutes ces choses que l'on ne pourrait pas avoir si on était indépendant, et en même temps se protéger mutuellement cette autonomie qui nous permet finalement de remettre en question le lien de subordination lui-même. Alors juridiquement, oui, il y a bien des directeurs généraux, des directrices générales d'ailleurs en l'occurrence, il y a bien un conseil d'administration, un machin, etc. Mais le lien de subordination, il n'est pas comme dans une entreprise classique, je vous le garantis. En tout cas, il n'y a pas de patron à proprement parler. Voilà. Ça, c'est Copanam.
Et Bigre, pour en dire quelques mots, parce qu'on en a parlé, Bigre, c'est finalement dans la lignée de Copanam et de ce qu'on a fait pendant 12 ans, on commence aujourd'hui à agréger autour de nous d'autres organisations qui ont la même approche du rapport au travail, la même envie de re-questionner ça et d'inventer des choses nouvelles, qui sont souvent des coopératives, mais qui peuvent être autre chose que des coopératives. Et on essaye à plusieurs organisations d'aller dans le même sens et de créer quelque chose, moi j'appelle ça de la mutualité de travail. C'est-à-dire on essaye finalement d'inventer une forme d'organisation économique, sociale, politique, syndicale, nouvelle, dans laquelle, en effet, vous voyez ce que c'est qu'une mutuelle, quoi. C'est un système dans lequel les gens se protègent les uns les autres. On est autant assuré qu'assureur dans une mutuelle. Est-ce qu'on ne peut pas inventer une mutuelle de travail et non pas une mutuelle santé ou une mutuelle de retraite, c'est-à-dire un système dans lequel on se protège les uns les autres, une capacité à travailler, à gagner sa vie avec son travail, à bien travailler, à maîtriser les tenants et aboutissants de son métier, à réfléchir de manière autonome sur l'éthique de son métier. Toutes ces questions sont importantes. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire au travers de cette mutuelle. Je suis à combien? 10 minutes. Ah, ben voilà, super. Bon, ça va? Enfin, on va poser des questions, mais sur le schéma général. Qu'est-ce que ce mode de fonctionnement qui, depuis 10 ans, nous apprend? C'est là que je fais le lien avec ce que tu as dit au départ. Il nous apprend plusieurs choses. Et là, c'est de la pratique. Hein. C'est-à-dire que on est vraiment inspiré, je pense, par des utopies fortes, par des réflexions qui sont d'un assez haut niveau. Mais après, derrière, la coopération, la protection sociale, toutes ces questions-là, il faut se les coltiner au quotidien, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire que de construire une organisation comme celle-là, à 800 personnes au quotidien? Moi, j'en tirerais 3 enseignements, enfin, je pourrais en tirer 10 000, mais je pense qu'en réaction à ce qui a été présenté tout à l'heure, il y en a 3 qui sont importantes, qui sont intéressantes. La première, c'est que la question de la propriété des moyens de production, c'est pas une question obsolète et dépassée. Elle est toujours autant d'actualité, en fait, cette question-là. C'est-à-dire que ça m'amènera à d'autres choses tout à l'heure, en réaction à ce qui a été dit. Mais on ne peut pas imaginer un autre rapport au travail sans déjà, au préalable, réfléchir à la question du pouvoir, réfléchir à la question de la propriété, notamment de la propriété des moyens de production. Et ce que l'on est en train de dire sur la révolution du travail, faut aller jusqu'au bout. Quand tu disais tout à l'heure, l'emploi, le travail, la différence, c'est est-ce que je suis payé ou pas payé, moi je crois que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment avec les systèmes collaboratifs, le big data, etc., non, on gagne aussi des revenus sans avoir d'emploi, parce qu'on va contribuer à tel ou tel site internet, en votant pour tel ou tel produit, en donnant un avis sur telle ou telle chose, le site va nous payer, etc. etc. Et il y a plein de gens qui adhèrent à ça et qui disent « Ah bah oui, très bien, je vais pouvoir gagner 100 €, 200 € comme ça, c'est pas un emploi, hein, mais ils gagnent de l'argent avec ça. » Et après tout, pourquoi pas? Sauf que la grande question à se poser, c'est quand même qui capte la valeur ajoutée et qui capte le gain de productivité qui est créé. Et là, aujourd'hui, dans l'économie collaborative, oui, il y a des Google et compagnie qui s'en mettent plein les poches. Avec du travail qui est du travail complètement gratuit. La frontière même entre le travail, le loisir, entre la production et la consommation, tout ça explose. On ne sait plus. Voilà, on est dans quelque chose qui est devenu très très flou. Et on a besoin de se reposer, enfin de poser vraiment cette question de la propriété des moyens de production pour pouvoir réfléchir au préalable à cette question du rapport au travail. Tout ce qui est fait dans l'économie collaborative est très exemplaire de ça, mais on pourrait multiplier les exemples. Je pourrais vous en donner plein, tous aussi édifiants les uns que les autres. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est il faut vraiment qu'on réfléchisse à la rhétorique, je dirais presque, avec laquelle on présente les choses. Moi, j'en ai marre qu'on parle du coût du travail. Vraiment, j'en ai ras-le-bol. Même si on sait de quoi on parle, etc., etc., mais à un moment donné, il faut aussi gagner la bataille du langage, quoi. Et le coût du travail, c'est un truc qui nous pourrit la manière avec laquelle on réfléchit aux choses. Non, le travail n'est pas un coût. Alors oui, économiquement, quand on tient une comptabilité, c'est une charge comptable, ok. Mais ce n'est pas un coût, c'est bien ce qui crée la richesse. Et donc,
quand on parle du coût du travail, et qu'en parlant du coût du travail, très concrètement, on parle des charges sociales et de ces pauvres entreprises, vous comprenez bien, mon pauvre monsieur, qui ne sont pas compétitifs sur les marchés parce que les charges sont trop élevées, il faut arrêter avec ce discours-là. On parle de cotisation sociale, donc on parle de salaires, de revenus, qui sont des revenus différés, indirects, qui sont de la protection sociale. Et quand on le dit de manière très claire aux gens, eh bien, ils le comprennent très bien et ils y adhèrent. Et l'expérience de Copanam, c'est que les gens sont prêts à collectiviser des parts croissantes de leurs revenus. À partir du moment où ils savent très bien à quoi ça sert, qu'ils décident de l'usage, qu'ils en décident démocratiquement, etc. etc. L'expérience de Copanam, c'est, on peut presque dire aujourd'hui, à Copanam, il y a des gens qui pourraient être auto-entrepreneurs. S'ils étaient auto-entrepreneurs, ils paieraient grosso modo 20% de leur chiffre d'affaires en cotisation sociale, basta. En étant à Copanam, ils se créent un emploi qui est raccroché au régime général de la Sécu. Donc c'est beaucoup plus de 20%. Quand j'ai 1 euro dans ma poche, je paye 80% de cotisation sociale. Mais ils sont là volontairement. Pour rien au monde, ils seraient ailleurs. Et ils nous disent, oui, ok, je paye 80% de mon salaire net en cotisation sociale, mais parce que j'ai envie de contribuer à un système de protection sociale interprofessionnelle. J'ai envie d'être là-dedans, j'ai envie d'avoir une vraie retraite, j'ai envie que le système de santé fonctionne, j'ai envie d'avoir une assurance chômage au cas où ça ne marcherait pas. Et à l'intérieur même de la coopérative, on en rajoute. On s'est créé entre nous des cotisations supplémentaires pour alimenter des caisses de secours, pour alimenter d'autres choses. Et les gens, ils payent. Ils sont d'accord avec ça. Ils sont d'accord parce qu'on ne leur impose pas, parce que ça fait l'objet d'un débat, on y réfléchit, on réfléchit au taux, et je vous assure que derrière, les revenus, c'est pas BZF. L'essentiel des Copanamiens, c'est des travailleurs pauvres. Hein. Donc c'est pas BZF, mais à partir du moment où en effet on consent à la ponction, à la cotisation, et qu'on sait à quoi elle sert, la cotisation sociale reste une idée d'avenir. Voilà. Moi, je le dis comme ça en vitesse, je crois vraiment beaucoup dans cette histoire de revenus universels, d'une manière ou d'une autre. Je crois davantage, moi, à un élargissement de la cotisation sociale plutôt qu'à un revenu qui serait décrété du haut. Voilà, mais on pourra en discuter. Au final, on va arriver à la même chose, c'est pas un problème. Dernière chose, et on en parlait un petit peu tout à l'heure dehors quand on était sur le trottoir avec les camarades. Je crois qu'une expérience comme Copanam dit aussi que il y a sans doute d'autres moyens de faire de la politique et que ces autres moyens-là peuvent attirer une vraie adhésion. Moi, je n'avais pas imaginé ça au départ, mais plus je vis dans cette coopérative, et plus je prends conscience du fait que les gens qui sont là, ils sont là pour gagner leur vie, ils sont là pour faire de l'économie, mais ils sont là aussi pour faire de la politique. Et que c'est un engagement politique pour eux d'être dans la coopérative. Et au travers de cette coopérative, mine de rien, on fait de la politique, on fait du syndicalisme, parce que quand on est à plusieurs sur les mêmes métiers, on peut commencer à réfléchir aux tarifs, on peut commencer à les imposer aux autres, aux donneurs d'ordre. Hein. On peut, voilà, donc il y a des formes de syndicalisme au sens premier du terme. Il y a des formes de mutualité, il y a des formes d'éducation populaire. On fait plein de choses en même temps, en réalité. Et moi, je crois, plus ça avance, et plus je me dis que sans doute, je ne dis pas que c'est une panacée, hein, c'est surtout pas, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais je crois véritablement que le combat politique seul n'amène plus nulle part. C'est-à-dire que si on a été trop dépassé ces 20 dernières années par des lames de fond énormes, des puissances et des forces tellement énormes, je ne suis pas sûr qu'avec simplement de la réflexion politique, notamment dans des cafés le soir, etc., même si c'est nécessaire, je ne suis pas sûr qu'au final, on arrive à bouger quoi que ce soit. Je crois davantage à la force de faire de l'économie et de reprendre en main, et de reprendre un pouvoir sur l'économie. Car c'est l'économie qui nous dicte la politique. Derrière le libéralisme, il y a bien un projet politique. Et c'est pas un projet économique, hein, c'est un projet politique. Donc, voilà. Est-ce que ce que l'on fait là ce soir
ne peut pas déboucher sur une action économique? Est-ce qu'on ne peut pas créer là ensemble une coopérative demain pour faire je ne sais pas quoi? J'en sais rien. Mais là encore, pour agir par en bas et de manière pratique sur comment est-ce que petit à petit on grignote des pans, des petits pans, puis des grands pans d'économie aux logiques de marché, aux logiques capitalistes, pour les remettre dans des logiques de groupement de personnes, des logiques non lucratives, des logiques coopératives, donc lucratives mais pas à but lucratif, mais à moyen lucratif, etc. etc. Donc voilà, je sais pas, c'est une idée que je lance comme ça et je serais curieux qu'on en discute ensemble, mais je crois vraiment qu'on est arrivé à un moment où il va falloir décloisonner les choses. Il va falloir que les coopératives parlent aux syndicats, il va falloir que les mutuelles parlent à l'éducation populaire et il va falloir que les partis politiques parlent aux entreprises et fassent de l'économie. Voilà. 20 ? Très bien. C'est bon ? Il reste 10 secondes. Oh ! Merci.